5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Dans un monde en perpétuelle évolution où l'innovation règne, l'esprit d'entrepreneuriat n'a jamais été aussi fort. Chaque jour, des jeunes visionnaires animés d'une énergie débordante et d'idées révolutionnaires se lancent à la conquête du monde des affaires. L'agrobusiness intéresse de plus en plus les jeunes. Les uns se lancent dans l'agriculture, d'autres dans la transformation. Mais alors qu'ils naviguent dans les eaux tumultueuses du financement, ils se heurtent à des obstacles qui menacent d'atténuer leur flamme entrepreneuriale. Des initiatives privées naissent donc pour accompagner les jeunes à réaliser leurs rêves. Nous verrons dans le forum de discussion comment l'entrepreneuriat agricole a réussi à autonomiser des jeunes qui s'y investissent pleinement grâce à des financements obtenus de divers partenaires. Autour de la table ce matin pour analyser, décortiquer, commenter ce sujet, Marcel Dion, il est le directeur exécutif de AgriBiz Booster. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Mais c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Après ce salon que vous avez organisé, le salon AgriFinance 2023, que vous avez organisé en fin de semaine dernière, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Juste à côté de vous, monsieur Sébastien Dohou, il est le chargé de programme à Corded ONG International. C'est une ONG internationale néerlandaise. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir aussi de vous recevoir sur le plateau. Et de l'autre côté, venu sur Nayon à Kokonkwe, il est conseiller technique engagement des jeunes à Soui. C'est une opportunité, c'est défini comme opportunité de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes. C'est à plan international Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Bien aussi, ça va. C'est un bonheur de vous recevoir sur le plateau. Donc, quand on sait ce que Plan International Bénin fait pour accompagner justement les jeunes entrepreneurs. Mais avant de rentrer de plein pied dans le débat matinal, on va voir quelques éléments d'appréciation à travers ce reportage qui a été réalisé à l'occasion du lancement de l'édition 2023 du salon AgriFinance. Avec sa sacoche en bandoulière, Aubière s'attend à écouler tous ses produits. La jeune femme propose de la farine de manioc améliorée, du gari au lait de coco au citron qu'elle a fabriqué de ses doigts. En venant à ce salon agricole, celle qui fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat a son agenda bien précis, trouver du financement. Le fonds de roulement ne suffisait pas pour la production. On a ce problème. Pour transformer, on n'a pas toutes les machines, par exemple presse, râpeuse, on n'a pas tous ces moyens pour le faire. Mais Aubierge n'est pas la seule à se battre pour donner vie à son entreprise. Juste à côté de son stand, une teinturière autodidacte. J'ai appris ça par les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, pas de formations en ligne. Henriette propose des vêtements teints à base de diverses matières et attend le coup de pouce qui lui permettrait de booster son activité. Mes attentes là maintenant, c'est comment faire pour développer un peu mon carnet des clients. Aider les jeunes entrepreneurs, c'est à cela que se livre depuis une dizaine d'années le salon agricole et financier. Marcel en est la chenille ouvrière. Avec la structure dont il a la coordination, ils entendent fabriquer des champions. Dans le secteur agricole, la problématique la plus importante est le difficile accès aux finances agricoles, au financement, au crédit. C'est en cela que ce salon est organisé pour être un creuset, pour révéler les conditions et aussi pour mettre en contact les demandeurs de crédit, de financement avec les fournisseurs de services financiers. Agroalimentaire, textile ou encore élevage, le salon est multidimensionnel, alors l'État apporte son soutien à l'initiative. Au cours de cette édition, il sera davantage mis en exergue la nécessité du développement de la collaboration entre les différents partenaires actifs dans le secteur agricole, du partage d'expériences en matière de financement agricole, puis de production agricole respectueuse de l'environnement. Un écosystème dynamique pour des entreprises pérennes. Voilà le thème mobilisateur. Entre réflexion, exposition et dégustation, chacun trouve pour son compte. C'est parti pour AgriFinance 2023. AgriFinance donc qui s'est achevé samedi dernier du côté de l'ATDA Pôle 7, l'agence territoriale de développement agricole. Voilà, donc pour Pôle 7, c'est du côté de Calavi. Alors Marcel Dion, avant de venir à ce salon qui est une initiative privée que vous organisez avec le concours de vos partenaires, on va d'abord s'intéresser à l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat agricole qui est votre domaine de compétences. Quel regard portez-vous
pensez-vous aujourd'hui sur l'intérêt des jeunes vis-à-vis de l'entrepreneuriat agricole? Okay, merci, M. Ayman, parce que c'est une question très pertinente. Je pense qu'aujourd'hui, pour tout observateur, le Bénin vit vraiment dans une dynamique entrepreneuriale. Et je pense que tout ceci grâce à la priorité que le gouvernement, les partenaires accordent à l'entrepreneuriat agricole. Et ceci aussi par rapport aux conditions créées au niveau de l'environnement et faire en sorte que l'environnement soit vraiment un environnement dynamique qui permette aux promoteurs agricoles, qui incitent les jeunes à pouvoir vraiment s'investir dans l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on allait à l'école, au cours primaire, on dit l'agriculture c'est l'économie, le pilier de l'économie nationale, mais pendant longtemps, c'est une agriculture avec des pratiques rudimentaires, mais depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, donc on sent une certaine dynamique dans le secteur avec la nécessité d'améliorer les conditions de travail pour, dans le secteur agricole, la création d'un environnement nouveau et avec une dynamique d'accès aux services de support. Et donc, dans cet environnement-là, on a aujourd'hui des fournisseurs de services pour pouvoir accompagner vraiment les jeunes qui s'investissent. C'est des jeunes hommes et femmes qui s'investissent dans le secteur agricole. Vous allez rencontrer par exemple des jeunes qui ont fini leurs études, mais qui n'ont rien, des études qui n'ont rien à faire avec le secteur agricole, mais qui développent une compétence vraiment inouïe dans ce secteur. Et aujourd'hui, ça fait que, il faut forcément accompagner cette dynamique-là pour soutenir la croissance économique du pays. D'accord. Alors, monsieur Vénus Akokmonkwe, on l'a vu tout à l'heure avec le reportage qui est passé, l'histoire de Opiarge, que vous connaissez sans doute, parce qu'elle nous a confié justement en offre qu'elle a eu un financement. Elle a été formée grâce au programme Impact L du plan international Bénin. Et donc, clairement, vous avez fait l'option d'autonomiser les femmes, tout le monde, enfin, les jeunes, à travers des programmes d'entrepreneuriat agricole, par exemple. Pourquoi vous avez mis l'accent, entre autres, sur l'entrepreneuriat agricole? Oui, il faut dire que le domaine agricole est très vaste. Et c'est ce domaine-là qui offre aujourd'hui assez d'opportunités économiquement aux jeunes. Et si nous intéressons au domaine agricole, parce que nous, au niveau du plan international Bénin, nous travaillons dans les milieux ruraux, nous travaillons avec les personnes vraiment vulnérables qui sont dans les milieux ruraux. Et quand on parle des milieux ruraux, en fait, l'activité qui est déjà proche et que les gens, tout le monde peut faire, c'est l'agriculture. Voilà pourquoi on s'intéresse au domaine agricole. Et depuis que vous avez commencé par vous investir dans ce domaine-là, est-ce que vous avez senti de l'engouement autour de la question? Oui, vous voyez, quand vous montrez aux jeunes, quand vous montrez aux personnes qui ne croyaient plus en elles-mêmes, qu'ils peuvent aller à l'agriculture, ils peuvent aller mener une activité économique et devenir des personnes épanouies, ils s'engagent. C'est ce que nous montrons aux jeunes à travers tous nos projets que nous montons et que nous implémentons dans le monde rural. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Corded, ONG, évidemment, je préfère vous appeler par le nom de votre structure, c'est bien monsieur Sébastien Dohou. Vous travaillez également avec une organisation non gouvernementale internationale qui s'investit également dans ce secteur d'activité. Quel est l'état des lieux que vous faites? Est-ce que vous avez l'impression, d'accord, qu'il y a comme un besoin pressant, urgent, du financement du secteur agricole, en tout cas dans ce qui concerne l'entrepreneuriat agricole, dans notre écosystème? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, il faut dire que non seulement le besoin est urgent, pressant, mais il est permanent. Il est permanent et c'est le nœud gordien donc, de toute activité, disons, visant par exemple à assurer la production, à réaliser donc la transformation. Il ne vous échappe pas que la plupart donc de nos jeunes entrepreneurs, surtout dans le secteur agricole, qui est un secteur à haut risque bien sûr, où personne ne veut y aller avec donc les ressources, si ce ne sont pas donc des fonds publics,
Sinon, pour relativiser, très peu de personnes veulent y aller. Les gens manquent vraiment donc de ressources pour pouvoir, ne serait-ce que prendre donc le départ. Nos entrepreneurs agricoles, disons, le vrai problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui, c'est un problème donc d'accès au financement, mais un problème aussi de marché. Les deux sont liés. Mais nous nous occupons surtout donc des deux segments, c'est-à-dire que ce soit la production, la transformation ou la mise en marché donc des produits agricoles. Voilà. Pourquoi vous avez mis l'accent sur les jeunes entrepreneurs? Non, nous ne ciblons pas forcément les jeunes entrepreneurs, mais c'est l'entreprise que nous ciblons. D'accord. Peu importe la classe sociale, voilà, la classe sociale donc de la personne. Ce qui est important donc pour nous, c'est que l'entreprise soit dans le secteur agricole. D'accord. Parce que c'est là où nous estimons qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est là où nous estimons que les gens peuvent également recruter. Créer donc de l'emploi, créer donc de valeur ajoutée, créer donc de ressources. C'est pourquoi nous ciblons donc le domaine, le secteur agricole. Mais je veux préciser que c'est l'agriculture végétale que nous ciblons. Nous ne finançons pas la pêcherie, nous ne finançons pas l'aquaculture, nous ne finançons pas non plus l'élevage. D'accord. Voilà, mais nous finançons tout ce qui est agriculture végétale, toute la chaîne, que ce soit de la production jusqu'à la mise en marché, en passant par la fourniture des intrants. D'accord. Alors, Marcel Liou, vous, par exemple, vous avez décidé d'embrasser un domaine beaucoup plus grand en ce qui concerne l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole. Vous avez presque identifié tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la transformation, que ce soit l'élevage. Presque tous les secteurs, les micro-secteurs donc, de l'agriculture sont représentés. Et donc, vous dites clairement que le problème des entrepreneurs, en tout cas de ces personnes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat agricole, c'est le problème de financement. Pourquoi il y a ce difficile accès au financement? Bon, je pense que c'est un problème récurrent et on fait tous les efforts pour créer les conditions d'amélioration de l'accès, mais bon, ça dépend aussi des structures qui sont en place. Bon, souvent c'est des structures classiques de financement. Vous prenez les banques par exemple pendant longtemps et les banques ne s'intéressent pas trop au secteur agricole, surtout dans nos contextes sur les tropiques. Parce que le risque est élevé. Le risque est très élevé. Et puis bon, vous voyez la campagne telle que ça démarre chez nous et tout ça là n'est pas conforme à ce que les banques prévoient en termes de type de financement. Donc vous ne pouvez pas octroyer un financement à un entrepreneur agricole et s'attendre déjà au remboursement et à la fin du mois. C'est souvent ce qui est mis en place comme système classique. Et c'est ça qui nous a interpellés. Et depuis 10 ans, à travers AgriProFocus d'abord et aujourd'hui AgriBizBooster, pour dire que bon, il faut faciliter l'accès au financement des entrepreneurs agricoles, du moins tous ceux qui ont envie de s'investir, en mettant ceux-là en relation avec les structures financières. Et pour qu'ils discutent. Parce que quand ils ne se rencontrent pas pour discuter, ils ne peuvent pas se comprendre. Qu'ils discutent pour comprendre que bon, vraiment il y a nécessité d'adapter les choses. C'est en cela que quand les structures financières rencontrent les promoteurs agricoles avec des idées claires, des projets clairs, et voir comment leur activité se mène, donc ils peuvent être convaincus. Et c'est ça qui fonde vraiment notre initiative de créer l'espace. Un peu comme le salon, pour faciliter la mise en relation et pour que les uns et les autres se comprennent pour décider d'adapter vraiment les produits financiers qui sont là et aux conditions du secteur agricole. Et là, c'est ce que nous faisons depuis 10 ans avec l'appui des partenaires qui comprennent aussi l'enjeu. Et comme ça, aujourd'hui, je pense que nous ne sommes plus au point de départ. Et bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que tout le problème est réglé. Mais on sent une certaine amélioration. Des petits pas se font. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans le secteur, mais bon, qui s'essayent vraiment à faire la démarche de financement, d'avoir de crédit et aussi de pouvoir vraiment gérer le crédit et de l'utiliser pour le développement de l'activité. Et ça,
Et bon, on suit tout ça là, et avec tout l'accompagnement qui est nécessaire, et avec le soutien des partenaires, et ceci dans un cadre d'éducation financière. Parce qu'il faut accompagner tout ça là, d'éducation financière, pour que l'entrepreneur se sente vraiment à l'aise dans son activité et comprendre que le crédit à avoir, c'est un instrument pour développer son activité. Et je pense que comme ça, la dynamique est là et on avance à petits pas. Ça fait une dizaine d'années donc que vous êtes investi dans le secteur. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà fabriqué des champions? Oui, plein. Il y en a plein. Bon, on a des témoignages, on a réalisé des vidéos synthèses qui permettent à chaque édition de voir vraiment les opportunités que les promoteurs ont eues, les informations, les opportunités, la preuve. Bon, Plan Bénin est là avec nous depuis quelques années, et Cordel aussi est là, et avant c'était ICO, et Enabel. Dans cette dynamique-là, avec nous, et Partner for Development, et bien d'autres encore. Donc, ça veut dire que tout ce monde-là a compris l'enjeu et se mettent ensemble pour créer une synergie d'action autour de cette problématique. D'accord. La problématique donc de l'entrepreneuriat agricole. Si Plan International Bénin a pu faire le pas, c'est parce que justement des initiatives comme le salon Agri-Finance portent leurs fruits. Mais est-ce que de façon, je veux dire, autonome, vous accompagnez également des jeunes, des entrepreneurs qui s'investissent dans le secteur? Bien sûr, bien sûr. La vision globale mondiale de Plan International Bénin, c'est toutes les filles fortes et engagées pour transformer le monde. Et pour pouvoir le faire, il faut réellement amener ces filles-là à l'autonomisation économique, pour que ça soit vraiment libre de décider et de choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent. Vous voyez, Plan International a pour cible les jeunes de 14 à 24 ans qu'ils accompagnent à l'entrepreneuriat. Et ces jeunes que nous accompagnons sont la plupart, tel que je disais tout à l'heure, des jeunes des milieux ruraux. Et l'accès, tel que je disais tout à l'heure, M. Dohou, c'est ça? Dohou. Voilà, M. Dohou. L'accès au financement est vraiment difficile. Vous voyez, et l'approche que nous utilisons pour permettre à ces jeunes-là d'accéder au financement rassure d'une manière ou autre les institutions financières. Vous voyez, plusieurs projets sont développés dans les 117 communes du Bénin, où nous adoptons une approche qui consiste d'abord à voir dans ces communes d'intervention-là, quelles sont les opportunités économiques que ces personnes-là peuvent saisir. Ces opportunités économiques, une fois étudiées, nous permettent d'orienter maintenant les jeunes, notamment les jeunes femmes, vers ces filières, vers ces activités économiques, et on les forme ensuite à pouvoir vraiment exercer l'activité qu'ils ont choisie. Une fois formés, nous les mettons maintenant en relation avec les institutions financières, et avant de les mettre en relation avec les institutions financières, puisque il faut que l'activité soit vraiment rentable et que l'institution financière soit rassurée qu'il rentrera, qu'il aura le retour de son financement. Nous permettons à ce jeune-là de commencer l'activité en mettant à sa disposition un kit de démarrage. Ce kit de démarrage peut être les nécessités, tout ce qui est nécessaire pour démarrer l'activité. Et le jeune commence son activité, on met en place des outils de gestion auprès de ces jeunes-là. Et on le suit à renseigner ces outils de gestion. Et l'institution financière avec laquelle nous avons mis en relation le jeune passe régulièrement voir le jeune, effectivement, son activité évolue, il arrive à renseigner les outils de gestion. Et ceci l'amène à rendre visible son activité. Et maintenant, l'institution financière décide, je pourrais accompagner ce jeune-là parce que son activité lui permet de pouvoir faire un chiffre d'affaires qui pourra me permettre de pouvoir rentrer en possession de mon investissement. Voilà ce que nous faisons auprès des jeunes. Maintenant, nous avons une approche que nous adoptons qui est AGEC. AGEC, c'est l'association des jeunes pour l'épargne et le crédit. Ces jeunes qui sont au niveau des communautés, ils se réunissent par groupe de 20 à 25 personnes et
dans la mise en œuvre de leurs activités économiques, ils s'occupent de faire des épargnes, de petits plans de cotisation. À un moment donné, cette épargne ne peut plus rester à leur niveau, au niveau de la caisse, à la maison. Nous les mettons maintenant en relation avec une institution financière. L'institution financière est rassurée maintenant. Ces jeunes, ce groupe de jeunes, peuvent aller maintenant obtenir un crédit parce que ce fonds mis au niveau de l'institution dans un compte au niveau de l'institution financière constitue une garantie. Une garantie pour offrir de ce crédit-là aux jeunes. Donc, voilà l'approche que nous adoptons et nous sommes vraiment rassurés qu'en rassurant les institutions financières, ils pourront aller au-delà des petits sous qu'ils accordent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent aller à 500 000, ils peuvent aller, disons, maximum à 1 million, sinon c'est les petits sous, mais à la longue, avec l'activité de jeunes pleins qui évolue, l'institution financière peut aller au-delà de 1 million. D'accord, très bien. Monsieur Sébastien Dohou, aujourd'hui, l'État a quand même mis en place des structures comme le FNDA, le Fonds national de développement agricole, pour accompagner les entrepreneurs agricoles, toutes ces personnes qui veulent investir dans ce secteur. Est-ce que, justement, des organismes comme le vôtre viennent en appui à ce que fait déjà l'État? Oui, évidemment, vous ne pouvez pas intervenir dans un pays si vous ne vous alliez pas à la politique donc, du pays. Je pense que ça fait partie donc, des accords internationaux sur les questions d'efficacité de l'aide qui veulent forcément que lorsque vous voulez intervenir dans un pays, que c'est sur la politique donc, du pays que vous vous alliez. Alors donc, ce que nous faisons, c'est en lien direct donc avec ce que le gouvernement du Bénin veut donc pour son agriculture. Et de façon particulière, c'est que nous ne sommes pas dans le même format que les vendeurs d'argent, c'est-à-dire que les banques classiques, tout ça, ne sont pas dans le même schéma. Au fait, il s'agit de ce qu'on appelle le Candid Funds. En réalité, c'est des philanthropes, en quelque sorte, ou des individus qui pensent qu'ils ont un peu de ressources avec lesquelles ils peuvent donc appuyer les entreprises des pays du Sud. Donc, nous mettons en place, disons, une plateforme qui permet donc à ces privés de pouvoir découvrir les projets proposés par des entrepreneurs agricoles donc, du Sud. Et s'ils sont attirés donc, par ce projet, ils mettent donc les ressources. Ils mettent les ressources et ce sont ces ressources-là que nous on sait juste donc de canal pour pouvoir donc les acheminer donc vers l'entrepreneur dont le projet a été apprécié donc par ces investisseurs privés. Alors, s'il s'agit donc des crédits sans garantie, ne demandons pas d'hypothèque, c'est-à-dire il faut avoir, disons, déposé un titre foncier ou bien, je ne sais pas, la carte grise d'un véhicule, tout ça, non, pas du tout. C'est un crédit, nous mettons en place donc des crédits sans garantie. Ensuite, ce que nous avons donc de particulier aussi, c'est que c'est des crédits sans intérêt, à taux d'intérêt zéro. Ensuite, nous ne permettons pas que le crédit finisse avant donc que l'entrepreneur ait accès à un autre crédit. Je m'explique. Si vous mettez par exemple, mettons 50 000 € à la disposition donc d'un entrepreneur, dans le processus donc de paiement, nous n'attendons pas qu'il finisse donc de payer les 50 000 € avant de mettre en place un autre crédit. Déjà à 30 000 €, on peut lui demander s'il a besoin également donc de ressources. S'il a besoin donc de ressources, en fonction donc de sa situation présente, on essaie donc de monter donc le projet et puis bon, de le présenter également donc sur la plateforme. De sorte que il y ait de continuité. Il y ait donc une certaine continuité donc dans ces activités. Parce que lorsque vous prenez donc tel que ça se fait ordinairement, vous prenez un crédit et on attend ce que vous finissiez donc de payer, de rembourser à 100%, il y a rupture. Il y a comme une rupture donc de financement.
ça peut casser le rythme donc, de fonctionnement de l'entreprise et même faire couler l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Donc, sur ces 3 paliers-là, nous faisons la différence donc, avec donc, le financement classique, avec le format donc, qui existe. Et je pense que nous sommes sur le terrain maintenant, ça fait environ 3 ans, et nous avons quand même financé un certain nombre d'entrepreneurs déjà béninois. Nous avons également d'autres entrepreneurs qui sont dans notre pipe et que d'ici les 2-3 semaines qui vont venir, ceux-là aussi vont recevoir donc le financement. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'à partir donc, de cette année, nous avons augmenté le montant. Donc le minimum que nous finançons aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Donc ça partir de 100 000 euros. Mais c'est vrai, si vous estimez que vous n'avez pas la capacité de consommer 100 000 euros, on va étudier votre cas. Donc voilà ce que nous essayons donc de faire. Et je voudrais profiter pour demander donc, aux entreprises qui sont dans le secteur agricole et qui sont formelles. Nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas venir dans un pays et commencer par promouvoir le secteur informel. Le gouvernement ne veut pas... Le gouvernement veut surtout des entreprises formalisées. Donc, nous restons dans cet alignement-là. Donc, nous travaillons avec des entreprises formelles ou des coopératives qui sont bien établies, qui ont une existence donc, légale, mais également des entreprises qui sont en mesure donc, de nous fournir des documents crédibles qui nous permettent, par exemple, de faire une analyse financière pour voir, parce que notre garantie, c'est la solidité financière de l'entreprise. Si l'entreprise est financièrement solide, nous, on a l'assurance donc que l'entreprise pourra donc rembourser donc les prêts. C'est pourquoi nous n'exigeons pas donc de garantie sur la commande au départ. Même à l'arrivée, on n'a pas de garantie. On ne demande pas du tout de garantie. D'accord, très bien. Marcel Diroux, on sait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, d'accord, que la question du financement constitue un véritable handicap aux jeunes entrepreneurs, surtout aux jeunes entrepreneurs. Quand on atteint une certaine maturité, je pense qu'on commence petitement par ouvrir certaines portes, mais quand on est encore tout au début, quand on n'est peut-être pas encore formel, quand on est peut-être encore dans l'informel, qu'on a quand même la volonté de développer sa petite entreprise qui s'investit peut-être dans l'agriculture ou dans les petites transformations agroalimentaires, comment est-ce qu'on fait pour avoir du financement ? Oui, parce que vous avez déjà décrit les conditions difficiles pour un jeune entrepreneur qui débute avec des idées. Parce que quand on débute avec des idées, on a la fougue, et tout, on a des idées, voilà. Mais on n'a peut-être pas de cash, on n'a peut-être pas de l'argent, du fiduciaire. On veut de l'argent, mais on ne remplit pas toutes les conditions pour candidater peut-être à un prêt, on n'a peut-être pas un terrain à mettre en hypothèque comme l'a rappelé M. Dohou, on n'a peut-être pas de carte grise de véhicule, on n'a même pas de véhicule. Oui. Comment on fait dans ce cas pour avoir du financement? Parce qu'il y a des milliers de jeunes entrepreneurs qui se posent certainement cette question, où trouver l'argent pour démarrer? Ok. Parce que vous avez balisé vraiment le terrain pour mettre en évidence vraiment le problème réel auquel ces jeunes débutants font face. Et là, dans ces conditions, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui entreprennent par leur propre initiative, par leur propre effort. Et ils mettent un peu les ressources qu'ils ont, le peu de ressources qu'ils ont, ils mettent ça dans le jeu et ils démarrent quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Il y en a qui démarrent, mais qui n'ont pas l'information. Ils sont nombreux, ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas que ils peuvent taper à telle porte pour avoir telle information, pour saisir telle opportunité. Et c'est ça, nous, notre rôle. Et nous, on essaie d'identifier ceux-là. Quand ils viennent vers nous, on leur dit, bon, voilà, vous pouvez aller vers telle structure, vous pouvez aller vers tel partenaire qui a dans son portefeuille tel service qui peut mettre à votre disposition. Et c'est ça que nous facilitons, et ça fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, quand on les découvre et quand ils viennent vers nous, on les oriente. Aujourd'hui, dans le système
Dans l'écosystème aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. L'essentiel, c'est de pouvoir les repérer et pouvoir mettre l'information à la disposition de ces jeunes-là. Et c'est à cela que nous travaillons chaque jour, et c'est ça la raison d'être de notre salon. Et parfois, on nous demande, mais pourquoi un salon de plus? Nous disons non. Or, le salon est fait pour que les gens viennent découvrir d'autres acteurs qui sont porteurs d'opportunités, de services financiers ou non. Et le service n'est pas seulement financier. Le besoin n'est pas seulement financier, le besoin est aussi non financier. Parce que quand vous avez le crédit, il faut pouvoir aller acheter le matériel avec. Il faut se faire former techniquement, améliorer sa performance. Et en cela, il y a des fournisseurs, même des services techniques. Et tout cela, nous les repérons et nous les avons dans notre base. Et là, on facilite avec ça, on facilite la mise en relation. Donc, le jeune qui entreprend quelque chose aujourd'hui, il suffit seulement qu'il soit éveillé pour pouvoir vraiment découvrir ce qu'il y a comme opportunité dans l'environnement du Bénin. Et aujourd'hui, ce qui aide dans ce sens, c'est le développement des techniques, des technologies. Le développement des technologies. On demande aux jeunes aujourd'hui, vous avez des smartphones, vous avez des Android, mais pas pour s'amuser, pas pour vous amuser. C'est pour mettre ça au service, au développement de votre activité. Donc aujourd'hui maintenant, on oriente tout cela vers, en utilisant les réseaux sociaux, au service du développement de leurs activités, pour la recherche de l'information, pour la recherche des opportunités qui peuvent vraiment les aider à... D'accord, très bien. Alors, monsieur Akokmonkwe, on sait, évidemment, vous venez de présenter pas mal de choses que le plan international Bénin fait pour l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole, mais forcément, tout le monde n'a pas l'information. Comment est-ce que vous faites pour que les gens aient au moins l'information? Parce qu'il y a l'information à le pouvoir. Et il y a beaucoup de jeunes, vous les interrogez, ils ne savent même pas qu'il y a de ces genres de financement qui existent. On a l'impression que c'est encore un peu sous boisseau, que c'est un peu caché, que c'est réservé à une minorité. Comment est-ce que vous faites pour décentraliser, concentrer, pour que tout le monde ait accès à l'information, ou vous craignez d'être débordé? Merci pour cette question. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons choisi de participer régulièrement au salon Agrifinance. Vous voyez, au salon Agrifinance, nous avons plusieurs partenaires et nous avons à chaque fois un stand qui est réservé aux services, aux projets qui interviennent dans nos communautés. Je le disais tout à l'heure que nous intervenons dans les 77 communes du Bénin. Et nous avons au-delà le bureau national effectivement ici à Cotonou, mais nous avons des bureaux régionaux qui sont au niveau du territoire national. Par exemple, si vous prenez Boycon, nous avons un bureau basé à Boycon qui couvre les départements du Monokoufo, du Zou et des collines. Nous avons un bureau basé à Djoum pour les départements de l'Ouémi Plateau, l'Atlantique et le littoral. Un troisième bureau qui est basé à Natitengu, pour le département de l'Atakora, la Donga, le Borgou et l'Albori. Au niveau de ces bureaux-là, à chaque fois qu'un projet est identifié, nous communiquons suffisamment avec les communautés, nous communiquons avec les institutions de l'État. Par exemple, quand vous prenez la DDAMS, je l'ai dit tout à l'heure que nous travaillons avec les personnes vraiment vulnérables. Nous impliquons la DDAMS, vous communiquez avec nous. Nous travaillons également avec ces partenaires avec qui nous pouvons aller de l'avant. Vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait le véritable problème pour les jeunes d'aller à l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le financement. C'est-à-dire qu'il y a le financement, mais il y a d'autres aspects aussi. Notamment l'accès au foncier, par exemple. Si vous financez un jeune qui veut aller à l'agriculture, il faut nécessairement avoir la terre. Pas seulement la terre, il faut avoir une terre fertile. Un jeune qui a une terre fertile aura besoin de services d'accompagnement. Quand Marcel parlait tout à l'heure de services financiers, de services non financiers, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il faut avoir des services pour lui permettre de pouvoir essoucher. Une terre fertile, il faut aussi planter les arbres qui sont là, il faut aller à la mécanisation. Le jeune, en dehors du fait qu'il a besoin de financement, il a aussi besoin d'accompagnement technique. Il a besoin aussi que l'État lui facilite un certain nombre de choses pour accéder au marché.
à la fois, nous avons rencontré des jeunes qui ont des difficultés, ils ont réussi à produire, mais ils ont des difficultés à pouvoir vendre les produits. Écouler leurs produits. Parce que les questions de normalisation, les questions de contrôle qualité. Le contrôle de qualité se posent. J'allais en venir justement. Voilà, il faut que les gestions soient disponibles pour accompagner ces jeunes-là. C'est pour cela que nous saisissons à chaque fois le salon Agrifinance pour communiquer nos approches et faire connaître à ces jeunes-là ces services qui sont disponibles dans leur commune, qui sont disponibles au niveau national pour les accompagner pendant le développement de l'activité. Alors, il y a un nouvel invité qui nous a rejoint sur le plateau, un invité maison. Lui, il se charge de collecter pour nous les informations recueillies sur la toile, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a nos amis internautes qui participent pleinement au forum de discussion, au débat matinal. Stan, bonjour. Bonjour, Rodrigue. Herman, je voudrais dire Baba Gueto. Bon, voilà, d'accord, finalement. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, mon cher Stanislas Soussalincoin. Alors, nous avons adressé une question à nos amis internautes. Quels sont, selon vous, les obstacles qui freinent les jeunes entrepreneurs? Et on va voir ce qu'en disent nos amis internautes, certainement qu'ils ont d'autres informations qui nous échappent encore sur le plateau. Stan, qu'est-ce qu'ils disent de notre question du jour? C'est possible, comme vous l'avez mentionné, qu'il y ait des informations qui vous échappent. En effet, ils évoquent quelques sujets, quelques freins que vous avez déjà abordé ici, notamment le manque de financement, de l'emplacement, de formation et surtout le manque d'audace au niveau de certains jeunes entrepreneurs. Et c'est ce que nous allons voir à travers les différents avis que vous avez dûment relayés pour nous. Bien sûr, et nous recueillons tout de suite la première réaction qui nous vient de Liliwane Zakari qui affirme les obstacles les plus récurrents sont le financement, le manque de clientèle et la gestion des factures à la fin de chaque mois. Clotaire Fréjus, ça évoque d'autres obstacles. Premièrement, selon lui, les jeunes n'aiment pas évoluer à leur rythme aujourd'hui. Ils sont ambitieux et pressés de réussir. Il leur manque le courage et la détermination. Ils devraient aller à l'école de Thomas Edison. Deuxièmement, beaucoup sont ceux qui veulent entreprendre, mais manquent d'orientation dans le domaine dans lequel ils pensent entreprendre. Ils se trompent aussi parfois de cibles et de zones d'implantation de leur entreprise. Banabi Razoumen pense qu'en Afrique et surtout au Bénin, l'environnement est d'abord le premier frein pour l'entrepreneuriat. En effet, en raison de leur jeune âge, l'entourage a de la réticence à leur faire confiance. Confiance avec tout en majuscule, bien sûr, comme vous pouvez le constater. Dans la plupart des cas, poursuit-il, leurs compétences dans le domaine envisagé sont remises en cause. Leurs structures d'accompagnement existent dans le pays, mais le manque d'information, la méconnaissance des rouages entrepreneuriaux sont des facteurs limitants pour le décollage des jeunes dans ce secteur. À peine lancées, plusieurs entreprises s'écroulent au bout de 5 à 10 ans. L'État a un rôle primordial de promotion des cours sur l'entrepreneuriat dans l'enseignement général, pense notre ami. Il y a d'autres facteurs que vous semblez oublier, chers messieurs, indique Bokor Roland Caliste, qui souligne que les difficultés d'accès au crédit et l'inconstance des projets sont les plus grands freins à l'entrepreneuriat des jeunes. Notre système scolaire est aussi un sérieux handicap car il ne forme pas à l'initiative d'entreprise. Au lieu d'aller en coopérative, les jeunes veulent faire cavalier seul. Il faut fédérer les compétences pour maximiser les chances de succès. Malheureusement aussi, nos banques ne prêtent qu'aux riches à des taux d'intérêt vertigineux. Il faut que l'État assouplisse les conditions de remboursement pour les startups. Le volet formation intéresse particulièrement notre ami Eli Loïcha qui insiste. L'absence d'une vraie formation avant le démarrage de tout projet entrepreneurial est un facteur d'échec de beaucoup d'entrepreneurs dans notre pays. Autre chose, il est primordial d'être sûr du marché d'écoulement de nos produits ou services avant le démarrage de tout projet. Oui, il ne refuse pas, lui, Jean Kokouzuno, mais il reste ferme sur la question. Selon lui, rien ne freine le jeune entrepreneur béninois. C'est lui-même qui représente l'obstacle par son manque d'audace, de volonté, d'endurance et de plan de développement. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire démarrer une entreprise. Il faut toujours oser et être
téméraire. Je sais de quoi je parle, confie notre ami Jean Kokou Zounon. Abraham Aïzan partage l'avis de Jean Kokou Zounon, mais nuance tout petit peu en ces termes. D'abord, il faut se demander le pourcentage de crédibilité accordé aux jeunes entrepreneurs eux-mêmes, puis le sérieux qui entoure le projet. Secondo, est-ce que la jeunesse est prête à se sacrifier pour un long terme pour pouvoir attendre 3 ou 5 ans plus tard avant de voir la floraison d'un tel ou tel projet, s'interroge notre ami. Les freins sont sous plusieurs angles. Néanmoins, il y a de ces jeunes qui sont vraiment épris et déterminés à aboutir, conclut notre ami Aïza Abraham. Merci beaucoup, mon cher Stanislas Oussaninkon. Je vois que les avis vous ont particulièrement intéressé sur le plateau. Monsieur Dohou, il y en a qui sont régulièrement revenus sur le volet formation. Le volet formation des entrepreneurs. Le tout ne suffit pas d'accorder du crédit finalement. Il faut également former pour que ces personnes qui sont candidates donc à avoir un prêt puissent jouir de ce prêt ou faire, je vais dire, exécuter ce financement-là à bon escient. Oui, bon, je vais vous surprendre en disant tout simplement que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui me font vraiment sourire. Formation, oui, mais j'ai quand même beaucoup d'hommes et de femmes qui, en termes donc d'effectifs, sont les plus riches de ce pays. On les retrouve à Dantokpa, on les retrouve dans le marché donc de Webo. On les retrouve à Porte-Novo. Ils sont dans les rues à Cotonou. Parce qu'il faut se poser la question d'abord de savoir c'est quoi une entreprise? C'est quoi un entrepreneur? Vous voulez me dire par exemple que le mécanicien qui répare ma voiture n'est pas un entrepreneur? C'est un entrepreneur. On n'a pas besoin forcément, il n'est pas forcément dit que voilà, il y a un type standard donc d'entreprise. Il suffit d'une initiative privée qui vous permet par exemple d'apporter un service ou bien de vendre un service ou bien de vendre un produit et de faire donc de l'argent. Cette dame-là qui passe donc dans tous les marchés, qui collecte par exemple du maïs en tonnes, ou bien vous avez vu par exemple des camionnettes chargées donc de charbon, donc de bois. Vous voulez me dire qu'ils ne sont pas des entrepreneurs? Ceux-là, ils ont fait l'université. Et je me pose la question de savoir si les plus grands entrepreneurs du monde sont des universitaires. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une question de flair, c'est une question d'aptitude, c'est une question d'ambition, c'est une question donc de volonté et c'est une question donc d'environnement. Du coup, cette question donc de formation où on est surtout au Bénin, on veut que tout le monde soit entrepreneur. Dans quel pays on a vu tout le monde est entrepreneur? Oui, bien sûr. Si au sens plus large, tout le monde peut être entrepreneur. À savoir que moi, j'ai mon trousseau de clés. Je viens vous vendre un service. Ce matin, comme sur de la commission, j'ai déjà vu donc ici dans votre studio, qu'il y a une dame qui vend donc du service. Elle est venue déjà donc vendre. Elle est entrepreneur. Ça là c'est clair, elle est entrepreneur. Donc à partir donc de ce moment, on a besoin. Un avocat, c'est un entrepreneur. Un huissier, c'est un entrepreneur. Un laborantin, c'est un entrepreneur. Pourquoi forcément on veut mettre tout le monde, par exemple, dans une seule catégorie ou bien dans un seul secteur? Non. Moi je pense que non. Que les gens font donc leur petit bonhomme donc de chemin. Chacun, c'est vrai. On peut faire davantage. Ce qui, moi, me pose un problème, tout simplement, ce n'est pas une question donc de formation. Mais c'est une question donc du marché. C'est-à-dire que nous avons un marché très limité. Ça, il faut le dire. Le marché national béninois n'existe presque pas. Donc, si vous voyez très bien les gens qui font donc de la transformation, ils vous diront tout simplement que c'est le marché sous-régional. Vous les retrouvez au Niger, au Mali, au Burkina, en train donc de faire la promotion donc de leurs produits. Mais c'est comment on fait en sorte que, par exemple, les coûts du transport ou bien la fluidité donc de mobilité donc de ces produits-là dans notre espace, c'est également voilà un frein important. Il y a beaucoup donc de personnes au Bénin ici qui ont de petites entreprises qui produisent et qui font donc de bonnes choses
mais qui ont des difficultés, par exemple, pour mettre leurs produits donc, sur le marché. Et lorsque on va travailler à lever, par exemple, ces goulots, à lever les goulots, vous avez, soit dit en passant, je voulais remercier l'État béninois, qui aujourd'hui, donc dans l'environnement ouest africain, au Bénin, c'est le seul pays où les produits que vous avez, les fruits et consorts, tout ça là, personne ne vous arrête en chemin. Sinon, dans d'autres pays, ou bien entre le Bénin et d'autres pays, on peut vous créer de problèmes tout de suite, et puis bon, vous allez avoir tous vos produits qui vont pourrir à la frontière ou quelque chose comme ça. Mais quand on rentre dans notre pays, de Malanville à Cotonou, personne ne vous arrête. Vous pouvez amener, donc vous pouvez aller venir avec vos produits, c'est ce qui est une très bonne chose déjà. Mais seulement que notre marché est exigu. D'accord, très bien. Monsieur Do, vous avez les félicitations donc du docteur Claude Azalou-Tingbi qui nous suit actuellement, qui dit qu'à défaut des banques agricoles, nous avons besoin de ce type de structures qui sont salvatrices, donc les structures comme la vôtre, Corded en l'occurrence. Autre chose, puisque je suis également agronome et biotechnologiste, dit-il, il faut que les jeunes entrepreneurs fassent de bonnes études de marché dans leur business plan pour éviter les problèmes de commercialisation. Voilà donc et c'est justement ce qui me permet d'en venir à vous, monsieur, mon cher Marcel Dioum. Aujourd'hui, vous étiez en train déjà d'en parler, le contrôle de qualité, parce qu'on est dans le domaine agroalimentaire, il ne faut pas également non plus intoxiquer les populations. Il faut que l'État ait vraiment un œil sur ce qui est produit. Oui, on se fie à la bonne volonté du jeune entrepreneur qui a de belles idées, d'accord, mais il faut que cela puisse répondre également à un certain nombre de normes et qu'il puisse l'écouler également sur un marché. Okay. Et parce que ça aussi, c'est un pan de la problématique. De la réflexion. Bon, vous produisez, vous transformez, mais il faudrait que vous rassurez le consommateur. Donc, en cela, il faut que le produit soit compétitif et qu'il réponde vraiment aux normes, contrôle, qualité et tout ça là. Et aujourd'hui, je pense que c'est une exigence. Et les jeunes entrepreneurs sont conscients de cela. Donc, mais il y a des obstacles. Bon, il y a le coût. Pour pouvoir s'acheter de la certification, c'est tout un processus, mais il y a toujours des partenaires, des structures, même de l'État qui accompagnent cela. Et tout le monde n'est pas satisfait. Bon, ils arrivent vraiment à surmonter à petits coups ces obstacles-là. Mais ce qui ne veut pas dire que le problème doit être réglé du jour au lendemain. Donc c'est un environnement où le problème est récurrent. Et beaucoup de gens sont pressés. Et on ne veut pas être... Bon, c'est pour ça que tout ce qui a été développé tout à l'heure par les internautes, c'est parce que beaucoup... Moi, je me retrouve dedans par rapport au diagnostic qui est fait. On crée l'entreprise, on veut déjà... tout de suite rentabiliser. Voilà. Or, c'est tout un processus, il faut être patient. L'essentiel, c'est de voir comment je développe mes aptitudes pour mieux faire, pour améliorer ma performance. Et ça, et en recherchant les informations, en saisissant les opportunités. Et quand vous savez bien chercher les opportunités, vous pouvez vraiment faire bénéficier vos activités. Vous pouvez développer vos activités. Et là, la question de normes, qualité, aujourd'hui, il y a le dispositif qui est là aujourd'hui pour pouvoir vraiment répondre à ces attentes-là. Maintenant, il y a beaucoup qui parlent de coûts. Parce que, bon, un jeune entrepreneur qui produit, qui doit aller certifier les produits, qui doit payer les frais pour les frais de service, pour le contrôle, normes, qualité, tout ça là, parfois c'est énorme pour lui et ça peut être un frein. Et c'est en cela que, bon, il faut en même temps, dans l'environnement, chercher les opportunités qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Mais, à terme, savoir qu'on peut se payer ce service-là. Quand vous développez l'activité, il faut intégrer ces coûts-là dans son budget et pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, c'est des problématiques qui existent. Et puis, il faut travailler sur ça chaque jour davantage. D'accord. Chakop, oui, monsieur Dou, oui, bon, vous voulez placer un mot avant qu'on ne finisse avec Chakop. Je suis d'accord avec Marcel, mais lorsque les gens parlent donc de la certification comme ça, ça veut dire que forcément, c'est lorsque vous vous retrouvez aujourd'hui, de façon banale, peut-être dans la production agroalimentaire. Mais lorsque j'envoie par exemple mon enfant au lycée aller apprendre la menuiserie, il n'a pas besoin donc son certificat, c'est déjà son diplôme qu'on lui a donné. Son certificat, c'est l'outillage peut-être qu'il a et il vient faire de réparation chez vous. Aujourd'hui, on nous retrouve dans nos villes.
c'est difficile de trouver par exemple un menuisier qui peut venir vous réparer quelque chose à la maison. Vous avez une panne d'eau, c'est difficile de trouver par exemple un plombier tout de suite donc sous la main. Mais ça, c'est des secteurs. Ce n'est pas seulement l'agriculture. Et je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi forcément tout le monde va vers, on dit, l'agriculture et enfin, la transformation, tout ça, qui a ses exigences. Lorsque vous avez par exemple un enfant, vous le mettez par exemple dans un lycée, et il a juste 3 ans donc de formation, il peut devenir un entrepreneur dans le domaine où il a été donc formé et donner donc des services. Ce type donc de marché, cette demande-là existe aujourd'hui. Regardez bien autour de vous. Si vous êtes en panne d'électricité, comment il est difficile pour vous, dans votre propre quartier, de trouver par exemple, un électricien pour venir vous dépanner. Regardez autour de vous, si vous avez une panne d'eau dans votre bâtiment, comment vous souffrez aujourd'hui. Ça, c'est des marchés qui existent. Pourquoi ces marchés-là existent et on les évite, on n'en parle pas. Et c'est en cela que je suis d'accord quand le gouvernement parle donc de création de beaucoup de lycées. J'ai dit oui, nous avons besoin de ça. Allez dans le Sahel, par exemple, vous allez voir les maçons, ceux qui construisent donc dans le Sahel aujourd'hui, c'est des Béninois. C'est des Béninois, ils sont très nombreux, les Béninois et les Togolais. Et donc ce marché-là existe. Allons également donc vers ce marché où ça ne demande pas de grands investissements. Non, c'est un service, c'est votre tête. Et ce sont vos mains. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Dou. Monsieur Akokonkwe, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour boucler ce plateau très riche en informations pour sans doute les téléspectateurs qui ont suivi. Je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic qui a été présenté tout à l'heure par ceux qui nous écoutent. Voilà. Parfaitement d'accord en ce sens que nous avons pris en compte tous ces paramètres-là. Et parler de l'audace et des jeunes, c'est réel. C'est vraiment réel. Et je dis, effectivement, tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre, mais l'entrepreneuriat n'est pas réservé pour un groupe de personnes données, ni pour une religion, ni pour des personnes qui sont allées à l'école. Il faut avoir le profil entrepreneurial. Et c'est ce que nous faisons. Avant, c'est vrai, nous sommes dans le monde rural, nous sommes les personnes vulnérables, mais nous disons ceci. Nous choisissons, nous ciblons ces personnes-là qui peuvent entreprendre et créer de l'emploi pour d'autres personnes qui ne peuvent pas entreprendre. C'est ce que nous faisons, c'est la première des choses. Nous sommes ici dans le monde où les jeunes, effectivement, la culture que les jeunes ont reçue, c'est d'aller à l'école et sortir après avec un diplôme et attendre d'être employé par quelqu'un d'autre. Et cette compréhension a régné pendant longtemps. C'est maintenant que le paradigme a dit que les gens sont en train de changer. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est ce que j'ai entendu, où on a parlé en dehors du financement, il y a aussi la famille qui constitue un frein. Un frein parce que on dit non, le jeune qui commence à faire des petites choses déjà dans son quartier, il ne s'intéresse pas à son cahier, on dit non, voilà, celui-ci est devenu quelqu'un, un patron dans une entreprise, un patron dans un bureau. Il y a aussi le frein, la famille qui constitue un frein pour ce jeune-là. Il y a aussi, c'est vrai, les gens ne peuvent pas, certaines personnes arrivent à développer des activités, arrivent à accroître le chiffre d'affaires sans être formés. Je suis d'accord avec M. Dou. Mais il y a un minimum de formation qu'il faut avoir. D'accord. Parce qu'un jeune qui commence à faire qui veut aller exercer une activité économique, d'abord, il faut avoir une formation pour pouvoir exercer l'activité. Dans le cas contraire, c'est l'objectif de recruter d'autres personnes qualifiées du domaine pour faire l'activité. Mais le jeune n'a pas cet argent-là pour recruter quelqu'un d'autre. Il faut faire l'activité lui-même, il faut gérer son activité économique lui-même, il faut faire ceci lui-même. Jusqu'à le jour où il serait capable de pouvoir recruter quelqu'un à côté de lui pour lui confier cette tâche-là. Donc, il faut nécessairement former ce jeune. Et les jeunes que nous choisissons, que nous ciblons, identifions au niveau plan international, nous parlons d'une formation de diagnostic. Et cette formation-là permet de pouvoir identifier ces jeunes qui sont capables de pouvoir
initier une activité économique, développer l'activité économique et de pouvoir créer de l'emploi pour les autres. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Venus Nayon Akokon, vous êtes conseiller technique, engagement des jeunes et SOI, donc plan international Bénin. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci pour l'opportunité que nous avons offert de parler des questions de l'emploi des jeunes. Merci également à vous, monsieur Sébastien Dorou, chargé de programme Accord d'aide. Et merci également à Marcel Dimou, vous êtes le directeur exécutif de AgriBiz Booster. Vous organisez donc le salon AgriFinance et vous en êtes déjà à la 10e édition, la 9e. La 9e. Pas la 10e édition. Pas la 10e édition pour l'année prochaine. On espère qu'on sera ensemble. Absolument. Le plaisir sera toujours partagé. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite de passer une très belle journée du mercredi. Merci. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. L'espoir de Hugues. Zinsous, on parlera de la CAN U23 et on ira sur le Tour de France. Et juste après, Marcel Arcossi nous propose sa lecture des journaux. À tout de suite.